De nos jours, nous pouvons connaître celui qui est considéré comme l'animal le plus grand du monde de tous les temps, la baleine bleue. Voici son documentaire. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous apprendrez beaucoup sur le règne animal. Je vous invite à vous abonner pour en apprendre davantage sur eux. Commençons. Un spécimen avec de telles dimensions ne pourrait vivre que dans l'océan, car son volume est suffisamment grand pour l'empêcher de se déplacer sur Terre. Étant un animal aquatique, il a la particularité d'être distribué dans tous les océans du monde, à l'exception de quelques mers très limitées par l'étendue des terres. Cela est dû au fait qu'ils ont besoin d'une profondeur adéquate. On les trouve aussi bien au pôle que dans les eaux tropicales, faisant partie de ces espèces que l'on peut apercevoir dans n'importe quel pays disposant d'une étendue aquatique reliée aux 5 océans. Ce titan partage des caractéristiques avec d'autres baleines, et on lui reconnaît 5 sous-espèces qui se différencient par leur répartition. En voyant ces spécimens, il est très facile de mal évaluer leurs dimensions. De la tête à la pointe de la queue, ils ont une longueur de 25 à 33 mètres et pèsent environ 173 à 190 tonnes. Pour comparer, il faudrait 2 bus pour atteindre leur taille. Il existe des spécimens plus allongés, mais pas de beaucoup. En ce qui concerne leur rapport poids en volume, cela en fait l'animal le plus grand du monde jamais découvert. Leur nom peut nous faire penser qu'ils sont de couleur bleue, mais en réalité ils sont d'un ton gris avec de légères nuances de bleu marine. Leur dos présente des points un peu plus clairs que le reste de leur couleur, tandis que leur ventre est d'un jaune pâle, ce qui leur permet de se fondre dans l'environnement selon l'angle sous lequel on les regarde. Le dos se mêle au bleu des profondeurs océaniques et le ventre se mêle au blanc du ciel. Leurs énormes têtes ont de nombreuses particularités. Pour commencer, c'est une énorme portion aplatie en forme de U. Dans la région supérieure, ils ont 2 narines appelées évents, situées en arrière de leurs yeux et recouvertes d'une excroissance dermique qui donne l'apparence de n'en avoir qu'une seule. Leur museau est dépourvu de dents, mais à la place, ils sont dotés d'énormes fibres qui fonctionnent comme un filet, appelé fanon. Leur bouche est si grande qu'un éléphant pourrait tenir en dessous. Sur leur museau, leur peau forme de 50 à 90 sillons, qui leur donnent une forme particulière et s'étendent jusqu'à la hauteur de leur nombril, situé à la moitié de leur ventre. Ils ont 2 nageoires pectorales allongées et aplaties, ainsi qu'une nageoire dorsale qui, pour leur taille, est minuscule puisqu'elle mesure 35 cm. Leur corps, à mesure qu'ils s'éloignent de la tête, se raccourcit pour se terminer par leurs membres postérieurs fusionnés en un seul appendice. Leur dimorphisme sexuel est très compliqué et va à l'encontre de la normalité de la plupart des mammifères. Ce sont les femelles qui sont plus grandes que les mâles. En dehors de cela, leur sexage est difficile. Ce sont des animaux qui forment de très petits groupes. Généralement, ils se rassemblent entre 2 et 3 individus, bien que certains spécimens aient tendance à être solitaires. Ils se déplacent sur une vaste étendue et peuvent plonger jusqu'à 20 à 30 minutes, avec une immersion estimée à 500 mètres de profondeur. On ne connaît pas réellement la profondeur maximale qu'ils peuvent atteindre, mais compte tenu de leur taille, il se peut qu'elle ne soit pas très grande, car la pression de l'eau pourrait leur causer des dommages importants s'ils plongeaient à des profondeurs comme d'autres cétacés. La position de leur évent est fondamentale pour leur respiration. Ils n'exposent que cette partie, expulsent l'eau qui a tendance à s'accumuler dans leurs narines et effectuent une large respiration. Rappelons qu'ils ont besoin d'air pour obtenir de l'oxygène. Ils peuvent se déplacer tranquillement à des vitesses de 22 km/h, mais s'ils sont en alerte, ils se déplacent presque 2 fois plus vite. Une autre caractéristique est que leur peau est l'endroit où vivent certains crustacés du genre Conchoderma, qui se fixent sur leur peau et créent une carapace très rigide. Ils arrivent sur elle à l'état larvaire. La plupart des baleines bleues sont migratrices. Elles voyagent des eaux polaires pour se positionner dans les océans plus chauds, parcourant 157 km par jour, se déplaçant avec 60 congénères sur la même route. Elles utilisent les mêmes zones d'arrivée, héritées de génération en génération, mais peuvent emprunter différentes routes pour atteindre leur destination. Elles peuvent tolérer les eaux froides grâce à leurs réserves de graisse, mais en hiver, cela pourrait leur causer la mort. De plus, leur nourriture se déplace également, ce qui les oblige à voyager. Leur communication est impressionnante. Ce sont les baleines qui produisent le son le plus grave de toutes, et pourtant celui-ci est capable de parcourir plusieurs milliers de kilomètres. Beaucoup de ces sons sont inconnus. Certains théoriciens pensent qu'ils pourraient être utilisés au moment de la reproduction. Ces sons sont captés par leur conduit auditif, une petite ouverture devant leur nageoire.
Leur odorat n'est pas très utile car ils n'ont pas la capacité de sentir en milieu aquatique. Leur vision n'est pas très efficace. Bien qu'ils aient de grands yeux, ceux-ci sont petits par rapport à leur corps, mais ils leur sont utiles pour identifier leur environnement et leur nourriture. Il est ironique que l'animal le plus grand du monde se nourrisse d'un être si petit, car son alimentation principale est composée de krill. Il consomme d'autres crustacés, mais cela dépend davantage de la sous-espèce et de la région. Pour les capturer, ils utilisent une méthode simple mais très efficace. En nageant, ils maintiennent leur bouche ouverte à un angle de 80 degrés grâce au fanon de leur bouche, filtrent tout sur leur passage, ne laissant que ces petits crustacés qui mesurent environ 5 à 6 cm. Occasionnellement, des poissons et d'autres petits habitants marins sont capturés. Ce mode d'alimentation est appelé alimentation par engouffrement. Il a beaucoup de succès, car ces carnivores spécialisés ont besoin de consommer 3 à 4 tonnes de krill par jour. Malgré leur taille énorme, leur reproduction est très peu étudiée. Elles peuvent se reproduire tous les 2 à 3 ans. On pense que les femelles indiquent leur estrus par les sons qu'elles produisent, ce qui suggère qu'elles sont polygynes. On ignore s'il y a une compétition entre mâles ou si le premier arrivé est celui qui se reproduit. Leur gestation dure 10 à 11 mois. C'est extrêmement intéressant. On pourrait penser qu'en raison de leur taille, ce seraient les animaux avec la gestation la plus longue, mais ce n'est pas le cas. Ce titre revient aux éléphants. Les femelles doivent augmenter leur proie pour fournir l'apport nutritionnel adéquat à leurs petits, avec une augmentation de proie estimée à 4% pendant la gestation. On ignore le lieu de mise bas. Elles donnent naissance à un seul petit. Dans de rares cas, il y a des naissances gémellaires. À la naissance, le petit mesure 8 mètres et pèse 90 kg. Il est allaité par la mère avec un lait à très haute teneur en matière grasse. En effet, 40% de sa composition correspond à des lipides. Seules les mères s'occupent des petits, qui consomment 40 kg de lait par jour. Cela affecte beaucoup la condition corporelle de la mère. Le sevrage a lieu entre 8 et 10 mois, lorsque le petit mesure déjà 16 mètres. Malgré cela, il passera encore 2 à 3 ans en compagnie de la mère, période pendant laquelle il apprend à manger du krill. Ils entrent en maturité sexuelle à l'âge de 5 ans. Leur espérance de vie n'est pas calculée exactement. On l'estime à partir de cadavres en analysant les cicatrices sur leurs ovaires et on calcule qu'elles vivent 80 à 90 ans. Les adultes n'ont pas de prédateurs capables de leur faire face, car en raison de leur taille, il est très difficile de gagner un combat. Mais les petits peuvent être harcelés par des orques et des requins. À ce jour, aucun aquarium ne peut maintenir ces spécimens, car ils ont besoin d'un espace énorme et de grandes quantités de nourriture. Tout ce que l'on sait d'elles provient donc des spécimens à l'état sauvage. On peut les voir dans certains musées d'histoire naturelle, où se trouvent leurs squelettes et des sculptures en taille réelle. Ces spécimens sont classés dans la catégorie « en danger d'extinction ». Pendant longtemps, ils ont été chassés par l'être humain de manière indiscriminée pour obtenir leur graisse et une substance utilisée comme combustible. Cela a provoqué une diminution drastique de leur population, car leur taux de reproduction est bas, ce qui a failli les faire disparaître. Grâce à des accords internationaux, leur chasse a été interdite, ce qui a entraîné une légère augmentation de leur population actuellement. Néanmoins, ils restent en danger, car le changement climatique modifie les populations de krill, qui se reproduisent dans les eaux polaires. Leur rôle dans l'écosystème est très important. Ils sont les principaux régulateurs des populations de krill, car une augmentation de ceux-ci provoquerait un déséquilibre dans l'océan. Lorsqu'elles meurent, elles représentent une grande quantité de nourriture pour de nombreuses espèces carognardes, poissons, crustacés, goélands, etc. Pour le tourisme, elles sont inestimables. De nombreuses personnes voyagent lorsqu'elles sont aperçues à proximité, ce qui génère des revenus très importants pour tous, des bateaux qui partent les voir aux hôtels, restaurants, etc. C'est un peu dangereux car elles peuvent couler un bateau très facilement. On ne le réalise peut-être pas bien, mais c'est impressionnant d'avoir aujourd'hui le privilège de pouvoir les voir. Un titan que nous devons protéger pour qu'il continue à aider l'écosystème. Il est important de le connaître pour que davantage de gens s'y intéressent. C'est l'animal le plus grand de tous les temps. Voilà ce que sont les baleines bleues. On se voit dans une prochaine vidéo.